Nous sommes le 24 octobre 1955 à Turtonfield, Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Une petite fille voit le jour. Elle se prénomme Catherine Mary Knight. C'est une jumelle. Elle a une demi-heure de retard sur sa sœur Joy. Mais Catherine ne naît pas dans une famille ordinaire. Non, non, non. Elle naît suite à un scandale. Sa mère, Barbara Rogan, est l'épouse de Jack Rogan, dont elle a 4 fils. Elle a une vie installée à Aberdeen. C'est une bourgade minière de la vallée de Hunton. Mais Barbara entretient une liaison avec Ken Knight, qui est un collègue de son mari. L'affaire éclate, le scandale explose, les deux familles sont très connues dans la région, la honte est trop forte, donc Barbara et Ken Knight doivent fuir. Ils s'installent à Maury. Barbara abandonne ses 4 fils, les 2 aînés restent avec leur père, les 2 cadets partent chez une tante à Sydney. Quelques années plus tard, après la guerre, Ken Knight revient de la Seconde Guerre mondiale avec des démons, il boit et la violence l'habite. À Maury, l'enfer commence, Ken frappe, il viole Barbara jusqu'à 10 fois par jour. Barbara endure, elle travaille comme couturière, elle encaisse les coups, les viols, l'humiliation. Barbara donne naissance à 4 autres enfants avec Ken, donc 2 garçons, et en 1955, 2 jumelles, et Catherine est l'une d'elles. Elle est la benjamine de la famille, elle est la seconde des jumelles, elle est celle qui arrive en dernière, et c'est d'elle dont il va s'agir dans ces récits de l'ombre. Bienvenue. Avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis, bien entendu, mettez un petit pouce en l'air et partagez, ça fait du bien à la chaîne. Donc, en 1959, Jack Rogan meurt. Barbara récupère donc ses 2 fils aînés qui habitaient avec lui et toute la famille rentre à Aberdeen. 8 enfants en tout et un père ou beau-père alcoolique, ça va dépendre des enfants, une mère brisée et l'enfer continue. Et Barbara raconte tout à ses filles. Elle raconte les détails intimes, elle raconte les actes sexuels, elle raconte les viols, elle raconte sa haine des hommes, elle raconte sa haine du sexe. Catherine grandit donc dans ce climat de violence. Elle affirme plus tard avoir été agressée sexuellement par plusieurs membres de sa famille, pas par son père, mais par les autres, et cela jusqu'à l'âge de 11 ans. Les membres de la famille, d'ailleurs, confirmeront plus tard ces accusations qui sont bel et bien réelles. Dans cette famille déchiquetée, déchirée, Catherine n'a qu'une seule bouée de sauvetage, c'est son oncle Oscar Knight, un homme de renom et le seul à lui témoigner de l'affection. Il est la seule personne qui compte pour elle et en 1969, Oscar se suicide. Catherine a alors 14 ans, elle est dévastée. Elle prétendra jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, car elle est toujours en vie aujourd'hui, que son fantôme lui rend visite. Au collège, Catherine devient une solitaire. Elle est une brute. Elle tyrannise les élèves plus petits. Elle agresse les garçons avec des armes. À 15 ans, Catherine abandonne l'école. Elle ne sait ni lire ni écrire, même si elle a passé toutes ces années à l'école. Elle n'a rien appris. Elle intimidait les gens, elle agressait et le système la laissait passer sans qu'elle ne maîtrise ni la lecture ni l'écriture. Son premier emploi est d'être ouvrière dans une usine textile. Et quelques mois plus tard, le rêve se réalise, enfin le rêve pour elle. L'abattoir local l'embauche. Catherine découpe les abats, elle manie les couteaux, elle apprend très vite. On la promeut au désossage, on lui offre son propre jeu de couteau de boucher. Catherine rentre chez elle et elle accroche ses couteaux au-dessus de son lit pour les avoir quand j'en aurai besoin, dit-elle. Et elle gardera cette habitude d'ailleurs toute sa vie. En 1973, Catherine rencontre David Kellett. En 1974, ils se marient et Catherine exhibe un comportement très dominateur. Elle est violente, elle agresse Kellett, elle le menace avec un couteau. En 1976, elle donne naissance à leur première fille, Melissa Ann, et Kellett finit par la quitter. Il s'enfuit avec une autre femme. Le mariage vole en éclats.
Catherine a d'ailleurs d'autres enfants avec Kellett avant la séparation définitive. En 1986, Catherine se jette dans une nouvelle relation. Là, c'est David Sanders, c'est un mineur local. Quelques mois plus tard, il emménage avec elle et ses deux filles, mais il garde son appartement, on ne sait jamais. Catherine devient jalouse, elle devient obsessionnelle, elle est soupçonneuse. La violence, encore une fois, éclate. Un jour, elle égorge le chiot de Sanders devant lui. L'animal a 2 mois. C'est pour lui montrer de quoi elle est capable, dit-elle. Néanmoins, ils restent ensemble. Personnellement, moi, j'aurais pas fait ça. En 1988, ils ont une fille, Sarah, mais Sanders finit par fuir après qu'elle ait tenté de le tuer avec une paire de ciseaux. C'est quand même une femme qui a un certain tempérament. 1991, John Chillingworth, un ancien collègue de l'abattoir, et Catherine tombent enceintes. Ils restent 3 ans ensemble. Ils ont un fils, Eric. Pas d'incident violent signalé, mais Catherine entretient une liaison à côté avec un homme nommé John Price. John Charles Thomas Price, de son nom complet, est né le 4 avril 1955. Il est père de 3 enfants. C'est un homme apprécié de tous. D'après ses voisins, c'est un homme formidable. Son mariage s'est terminé en 1988. 2 de ses enfants vivent avec lui. Sa plus jeune fille est restée avec son ex-épouse. Chillingworth découvre cette aventure et donc c'est fini entre lui et Catherine. En 1995, Catherine emménage donc chez John. Les enfants l'apprécient. John gagne bien sa vie comme mineur et malgré quelques disputes violentes, la vie semble plutôt belle, les choses vont bien. Catherine voudrait bien se marier. John, lui, par contre, il refuse. Il sort d'un mariage raté qui a été assez calamiteux, donc il se méfie. Il dit non. Catherine s'aigrit et la violence explose encore. En 1998, John avait récupéré dans les poubelles de son entreprise des trousses périmées, sans valeur, etc. Catherine filme ce matériel médical et envoie la vidéo au patron de John. Accusé de vol, John est renvoyé. 17 ans de carrière anéantie, juste comme ça. Il finit par la mettre dehors après ce coup-là et retourne dans son appartement. Quelques mois passent, ils reprennent contact, mais John refuse qu'elle revienne vivre avec lui. La violence de Catherine s'intensifie. Les voisins s'inquiètent. Les amis avertissent John. Et lui, il le sait. Et lui, il a peur. En février 2000, une dispute éclate, une dispute terrible. Catherine se précipite sur John, elle saisit un couteau, elle l'entaille à la poitrine. John crie « Ça y est, fini maintenant, dehors, ne reviens jamais ». Catherine file « Maintenant, c'est fini, une ligne a été franchie ». Le 28 février 2000, John se rend au tribunal d'Aberdeen et demande une ordonnance de protection contre Catherine pour lui et pour ses enfants. Il retourne au travail et il confie à ses collègues « Écoutez les gars, si je viens pas demain, c'est qu'elle m'aura tué, franchement ». Ses collègues le supplient « Mais attends, ne rentre pas chez toi, reste ici, va dormir chez moi. Tiens, écoute, je t'héberge. » Et John refuse « Mais non, j'ai peur, dans ce cas-là, j'ai peur qu'elle tue mes enfants si je rentre pas. » Ce soir-là, Catherine se rend chez John. Elle a encore une clé. Les 3 enfants sont là. Elle leur dit bonjour, elle discute quelques minutes avec eux, puis elle organise une nuit chez une amie pour les 3. Une grande personne, une gardienne, vient les chercher. Catherine leur dit au revoir et les enfants partent. La maison est vide. Catherine sort, elle va acheter de la lingerie pour séduire. Pendant qu'elle est partie, John rentre chez lui. Et là, il ne trouve pas d'enfants, rien, la maison vide, juste une note de Catherine où elle lui explique où sont les enfants, pas l'endroit exact, et qu'elle veut se réconcilier. Elle reviendra bientôt, il n'a qu'à l'attendre. John est furieux. Elle est entrée chez lui sans permission. Elle a pris des décisions concernant les enfants sans le consulter. C'est une violation, une offense. John attrape une bière dans le réfrigérateur. Il est quand même assez colère. Il s'installe au salon et il attend. À 23 heures, Catherine entre dans la maison, lingerie noire. John est en colère, mais la vue de Catherine le désarme. Les problèmes peuvent attendre. Ils deviennent intimes.
Ils font l'amour, ils font l'amour encore et encore, et ils s'endorment dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain matin, John devrait être au travail, mais il n'y est pas. Son entreprise s'inquiète parce que John est un travailleur fiable, toujours ponctuel. Donc un autre employé part vérifier ce qui lui est arrivé, ce qui a bien pu se passer. Il arrive devant la maison, la voiture de John est dans l'allée. Bon, il a dû avoir une panne d'oreiller, se dit-il. Il va jusqu'au porche et frappe à la porte. Pas de réponse. Il frappe encore. Silence. Le gars se retourne pour partir, mais il remarque quelque chose. En bas de la porte, près du bord, il y a du sang. C'est facile à identifier. L'employé est inquiet, frappe encore, toujours pas de réponse, court autour de la maison, frappe aux fenêtres pour réveiller quelqu'un. Silence complet. Donc il retourne à la voiture et file au bureau. À l'époque, les téléphones portables n'étaient pas si communs que ça, même s'ils existaient déjà, et il prévient son patron. Ils appellent la police. La police arrive à 8 heures, le véhicule de John est toujours dans l'allée, la maison est toujours silencieuse, elle est sombre. Les policiers frappent à la porte, pas de réponse, contournent vers l'arrière, dans l'arrière-cour. Au milieu de l'herbe, il y a une assiette de nourriture. Jetée de l'intérieur, elle est face contre terre. Les policiers se tournent vers la fenêtre, elle est fermée, pressent leur visage contre la vitre, regardent à l'intérieur, tout est noir, tout est vide. Mais juste devant la fenêtre, il y a une grande table de salle à manger qui est couverte d'un étalage incroyable de nourriture. C'est un repas de fête, mais personne n'en a mangé apparemment. Les policiers s'éloignent de la fenêtre, ils vont vers la porte arrière, frappent encore, silence. Donc ils finissent par défoncer la porte et entrer. 2 agents entrent dans la maison, la table avec toute la nourriture est sur leur gauche, ils appellent John, silence, tout est éteint, tout est calme. Ils continuent vers le salon, il y a la télévision, il y a le canapé, il y a du sang partout. À l'entrée du salon, une grande flaque de sang. Et il y a une traînée de sang qui part de la flaque et qui mène vers le salon. Derrière le canapé, hors de vue, les agents contournent le canapé et ils trouvent le corps recroquevillé de Catherine Knight qui gît par terre. Ils se précipitent vers elle, ils cherchent un pouls, elle en a un, mais il est très faible. Elle s'accroche à la vie. Un agent reste avec elle, ils appellent des ambulanciers, l'autre agent sort son arme et fouille le reste de la maison. L'agent s'avance, passe devant la porte d'entrée, il va de l'autre côté du rez-de-chaussée, le salon principal, un salon secondaire, personne à l'intérieur. Mais il y a un rideau qui bloque l'entrée d'une autre pièce, donc l'agent regarde vers le bas, et là il peut voir une autre traînée de sang, et elle commence à l'entrée de la maison, elle serpente à travers le salon, et elle disparaît dans cette fameuse pièce qui est fermée par ce fameux rideau. L'agent appelle John, pas de réponse. Il avance à travers la pièce, il vérifie partout, personne. Il arrive au rideau, il le pousse de sa main libre, il a toujours le pistolet dans l'autre main, il regarde à l'intérieur, il y a un petit placard, il n'y a rien de notable. Pourquoi est-ce que la trace de sang mène ici? L'agent se pose la question, et il sent quelque chose de froid sur son bras. C'est le bras qui ne tient pas l'arme. Il regarde et il peut voir une énorme traînée de sang sur son bras. Et c'est pas son sang, il n'est pas blessé. Comment peut-il avoir du sang partout sur lui? Il ne comprend pas. Et il recule avec horreur. Il réalise. Ce qu'il vient de toucher, ce qu'il a pris pour un rideau, c'était pas un rideau. C'était la peau de John Price. Les ambulanciers arrivent, réussissent à sauver Catherine et une fois stabilisée à l'hôpital, elle est arrêtée pour le meurtre de John Price. Alors voici ce qui s'est passé. Après avoir fait l'amour, plus tard dans la nuit, Catherine se réveille, John dort. Elle le regarde et un sentiment intense de dégoût l'envahit. Il l'exploite, il refuse de l'épouser parce qu'il se sert d'elle, c'est juste pour le sexe. La colère bout de plus en plus en elle, la rage explose. Je vais lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Catherine se glisse hors du lit, en silence. John dort toujours. Elle sort de la chambre, elle quitte la maison, elle monte dans sa voiture et elle roule jusqu'à son appartement. Et là, elle va chercher ses outils de travail, c'est-à-dire ses couteaux de boucher, ceux qu'elle a gardés de l'abattoir pour dépecer les bêtes. Elle retourne chez John, elle entre dans la cuisine, elle déroule sa trousse et il y a les couteaux qui brillent, différentes tailles, elle choisit, elle vérifie le tranchant. Parfait.
et elle se dirige vers la chambre. John dort sur le dos, il a les couvertures sur lui, il est dans un sommeil profond. Catherine grimpe sur le lit, avec précaution. Elle s'assoit à califourchon sur lui, au-dessus de son abdomen. Elle lève le couteau entre ses deux mains et elle l'abat dans sa poitrine. John se redresse d'un bond. Il projette Catherine au sol. Adrénaline, confusion, douleur qu'il ne ressent pas encore. Il court hors de la chambre, à travers la maison, vers la porte. La perte de sang le fragilise déjà. Il ouvre la porte et là, il s'effondre, mis dedans, mis dehors. Il tend la main, sa main ensanglantée saisit le bord de la porte. Il essaye de se tirer dehors. L'empreinte sanglante reste sur la porte. C'est celle que l'employé verra demain matin. Catherine s'est relevée, elle court vers lui, elle attrape ses jambes, elle tire à l'intérieur, elle ferme la porte, elle monte sur lui et elle lui donne 37 coups de couteau sur tout le corps. 37, devant, derrière, dans les organes vitaux. John saigne, John meurt. Catherine se lève, va dans la cuisine, remplit une grande marmite d'eau, elle la met à bouillir et elle sort des assiettes et elle met la table de la salle à manger. Un grand repas de famille. Une fois la table dressée, elle retourne vers John, il est donc mort, elle le traîne à travers le salon jusqu'au petit placard. Ses compétences d'abattoir entrent alors en jeu. Catherine dépaisse John du cou aux orteils en une seule pièce, un travail d'experte. Elle prend ce costume de peau humaine et elle le suspend à l'entrée du placard sur le crochet à viande qu'elle a récemment installé. Ensuite, elle décapite John, elle place sa tête dans l'eau bouillante, un bouillon, une sauce. Elle saisit le torse écorché, elle le traîne dans la cuisine, elle le désosse, elle le dépaisse et elle prépare différents plats, tourtes, gratins, ragoûts, etc. Et le festin est prêt. Catherine place la nourriture tout autour de la table et elle fait de petites cartes avec le nom des enfants de John, une carte devant chaque assiette. Son intention, leur faire manger leur père. Catherine s'assoit devant une assiette qu'elle a préparée, elle mange, mais la nourriture la rend malade. Elle ouvre la fenêtre derrière elle, elle jette son assiette dans l'arrière-cour. L'assiette atterrit face contre terre dans l'herbe. C'est cette fameuse assiette que le policier a vue en arrivant. Catherine se retourne, elle regarde ce qu'elle a fait et sa décision est prise. Il est hors de question pour elle d'affronter les conséquences. Elle va donc mettre fin à ses jours. Elle va dans la salle de bain, elle attrape des médicaments, elle va jusqu'au salon, elle marche dans la flaque de sang près de la porte et elle s'effondre derrière le canapé. Et après, c'est le noir. Son procès commence en octobre 2001. Catherine plaide coupable. Le juge ajourne l'affaire sans témoignage. Pendant l'audience de détermination de la peine, les avocats de Catherine demandent à ce qu'elle soit protégée de certains détails et la demande est refusée. Lors de l'audience en Australie de détermination de la peine, après qu'elle ait plaidé coupable, les témoins allaient décrire en détail ce qu'elle avait fait, le dépeçage, la décapitation, etc. Et ses avocats ont demandé qu'elle soit dispensée d'entendre ces témoignages quand même relativement crus, probablement pour éviter qu'elle pète un plomb ou qu'elle soit traumatisée par la description de ses propres actes. C'est quelque chose, c'est une tactique légale pour protéger l'accusé de détails qui pourraient la perturber. Mais le juge a refusé, il a estimé qu'elle devait affronter la réalité de ce qu'elle avait fait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand le docteur Timothy Lyons a témoigné sur le dépeçage et la décapitation, Catherine est devenue totalement hystérique et a dû être sédatée. Le psychiatre Robert Delaforce présente ses conclusions. D'après lui, Catherine souffre de troubles de la personnalité limite, borderline, mais elle était parfaitement consciente de ses actes cette nuit de février 2000. Donc, le 8 novembre 2001, le juge Barry O'Keefe prononce la sentence. Il souligne l'absence de remords de Catherine, il souligne la nature atroce du crime et donc la nécessité d'une punition très sévère. Catherine Mary Knight, vous avez plaidé coupable, vous avez été reconnu coupable du meurtre de John Charles Thomas Price à Aberdeen le 29 février 2000 ou vers cette date. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Une clause spéciale, son dossier doit être tamponné « Never to be released », ne doit jamais être libéré.
Catherine devient la première femme de l'histoire australienne condamnée à la prison en vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle est toujours en vie aujourd'hui, en janvier 2026, elle a 70 ans. Elle est incarcérée au Silverwater Women's Correctional Centre, Nouvelle-Galles du Sud. Elle a fait appel de sa peine de prison en 2006, a jugé la punition trop sévère et ça n'a pas été l'avis des juges qui ont donc confirmé sa prison à vie. Pourquoi est-ce que Catherine Knight a commis cet acte monstrueux? Est-ce que c'était de la vengeance d'une femme brisée par un passé de violence et d'abus? Est-ce que c'était la rage d'une femme qui ne supportait pas le rejet? Est-ce que c'était la folie d'un esprit tordu par des décennies de traumatisme? Les psychiatres ne sont pas d'accord. Certains parlent de maladie mentale. D'autres disent que c'était un acte calculé, prémédité et délibéré. Ce qui reste certain, c'est l'horreur absolue de ce qu'elle a fait à John Price, un homme qui voulait juste échapper à une relation toxique, très toxique. Un père qui voulait protéger ses enfants, un homme qui avait prévenu « Si je ne viens pas travailler demain, c'est qu'elle m'aura tué ». Et il avait raison. Catherine Knight reste enfermée pour toujours. Son nom est devenu synonyme de l'impensable, de l'indicible, du mal absolu. L'affaire Catherine Knight demeure l'un des crimes les plus atroces de l'histoire australienne, un rappel glaçant des abîmes de la violence humaine, un avertissement sur ce qui peut se passer quand la rage, la jalousie et la folie se rencontrent dans un esprit brisé. L'histoire de Catherine Knight est terminée, mais le souvenir de son crime ne s'effacera jamais. C'était Récits de l'ombre. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.